Pour ceux qui veulent croire que l'univers est rempli de vie, regorge de vie, et qu'il y a peut-être même des civilisations avancées ailleurs dans l'univers, les nouvelles sont relativement bonnes, comme on a vu dans les conférences précédentes. En fait, on a fait un sondage quand vous êtes rentrés. Vous avez pu voter pour dire, vous aviez 4 choix, qui étaient donc c'était simplement au niveau de votre intuition. Le premier choix, c'était la Terre est le seul endroit dans l'univers observable où il y a de la vie. À peu près 10% des gens ont choisi ça. Le deuxième choix, c'était il y a sûrement de la vie ailleurs dans l'univers, mais probablement pas de civilisation avancée. À peu près 30% des gens ont choisi ça. Ensuite, il existe sûrement d'autres civilisations avancées dans l'univers, mais elles sont probablement très éloignées les unes des autres. Ça a été le plus populaire à 50% à peu près. Et il y avait l'option la plus astro-bio-optimiste, si on veut, qui était l'univers vraiment regorgerait de civilisations avancées. Et ça, il y a à peu près 10% de gens qui optaient pour ça. Bon, quand je dis que les nouvelles sont bonnes, d'abord au niveau des exoplanètes. Donc, comme disait René, on a enfin détecté assez de planètes dans les dernières années pour commencer à avoir des statistiques sur la probabilité de distribution des différents types de planètes dans la galaxie. Et si on prend les planètes qu'on a déjà découvertes autour des étoiles qu'on a observées et qu'on extrapole à l'ensemble de la galaxie, et si on se concentre sur des planètes qui seraient de type semblable à la nôtre, vu qu'on sait que la vie est apparue sur la Terre, ce serait à peu près la même chose. Donc, on cherche des environnements semblables. On obtiendrait autour de 10 milliards de planètes seulement dans notre Voie lactée. Notre Voie lactée a 200 milliards d'étoiles. 5% des étoiles auraient une planète que je vais appeler propice. Une planète propice, donc c'est une planète semblable à la Terre. Ici, en passant à ces images-là, vous avez la Terre. Les autres, c'est des visions artistiques. Personne n'a réussi à prendre en photo encore des choses comme ça. On voit à peine la signature de justesse de ces planètes-là, mais elles pourraient ressembler donc des planètes qui pourraient être plus grosses, même un peu plus petites. Donc, pour qu'elles aient une surface rocheuse, une atmosphère, mais pas trop, pour avoir quand même une surface solide bien définie, et qu'elles soient aussi à la bonne distance de leur étoile pour que l'eau existe sous forme liquide. Dans ce cas-là, on aurait... et aussi, il y a une autre condition. Il faut que l'étoile dure assez longtemps, plusieurs milliards d'années, pour donner le temps, si la vie apparaît sur cette planète, à atteindre le niveau de civilisation avancée. Et si on tient compte de tous ces facteurs-là, autour de 10 milliards de planètes propices dans la Voie lactée, la plus proche serait à 15 années-lumière, environ. Maintenant, 15 années-lumière, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Pour vous donner un ordre de grandeur, notre Voie lactée, la galaxie, contient 100 milliards d'étoiles. 100 000 années-lumière, ça prend 100 000 ans à la vitesse de la lumière à traverser la galaxie, et on est quelque part entre le centre et les bords. Mais 15 années-lumière, à cette échelle-là, c'est vraiment très, très proche. En fait, la galaxie serait remplie, regorge de planètes propices. Donc, les nouvelles sont bonnes au niveau de l'exoplanétologie. Puis, au niveau de la biologie et de la chimie, les nouvelles aussi sont bonnes. Martin disait, bon, pour avoir de la vie, ça prend des molécules capables de faire des atomes capables de faire des molécules complexes, comme le carbone, abondant dans l'univers, produit naturellement dans les étoiles de première génération qui explosent et qui créent des systèmes solaires comme le nôtre. Ça prend de l'eau liquide, mais l'eau est faite d'hydrogène, d'oxygène, des atomes abondants dans l'univers aussi. On a beaucoup dans le système solaire, il y a de l'eau sur beaucoup d'objets, souvent sous forme solide, mais le liquide peut exister dans la zone habitable et peut-être même en dehors de la zone habitable dans des cas d'effet de marée. Donc, on se retrouve avec des bonnes nouvelles au niveau de la chimie. Au niveau de la biologie, comme disait Simon, on ne comprend pas tous les détails. C'est vrai. Parce qu'on a un problème, les formes de vie les plus primitives qui sont apparues sur Terre n'ont pas laissé de fossiles facilement observables. Même si on observe des traces de vie dans les roches les plus vieilles, on déduit l'existence de vie, mais on n'est pas capable d'observer ces précurseurs qu'on appelle des protocellules. En ce moment, les formes de vie les plus rudimentaires qui existent sur Terre ont dans leur code génétique autour de 1 million d'instructions. Donc, on parle de molécules qui ont déjà évolué pendant peut-être 1 milliard d'années au moins et qui n'ont pas changé depuis. Donc, on ne comprend pas tous les détails, surtout au début, mais Simon nous racontait des scénarios plausibles qui vont probablement devoir être raffinés dans le futur.
Peut-être basé autour de l'ARN, qui serait une molécule qui est relativement simple, capable de se former au début simplement par le hasard des collisions, mais ensuite de servir à la fois de support à un code rudimentaire, vu qu'il y a différents barreaux, si on veut, dans l'ARN qui peuvent être différents, peuvent coder une sorte d'information. L'ARN aussi peut, en se recroquevillant sur elle-même, jouer le rôle d'un enzymatique pour faire des réactions et catalyser d'autres ARN. Et on arrive dans une réaction en chaîne à l'intérieur de vésicules qui se formeront aussi naturellement, qui vont devenir éventuellement des cellules. Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est presque plus facile d'imaginer la suite, parce que les cellules vont se reproduire, et pas toujours de manière parfaite. Le code va changer, il va y avoir des erreurs de duplication, et éventuellement, l'évolution par la sélection naturelle embarque là-dedans, et on obtient une progression qui a duré longtemps quand même au stade unicellulaire, mais qui, dans le dernier 500 millions d'années sur Terre, a mené à une civilisation technologique. Donc, on sait que c'est arrivé au moins une fois dans l'univers, vu qu'on est ici pour en témoigner. Soyons astro-bio-optimistes. Disons-nous, prenons comme point de départ, 10 milliards de planètes semblables à la Terre dans la galaxie. Supposons que l'évolution, pas exactement dans les mêmes détails, mais dans les grandes lignes, a procédé à peu près au même rythme sur ces planètes-là. Et une autre chose qu'il faut que je vous dise, l'univers a 13,14 milliards d'années. On a la Terre à peu près 5 milliards d'années. La galaxie a peut-être 12 ou 13 milliards d'années. La plupart des planètes semblables à la Terre dans la galaxie se sont formées plus tôt que la Terre. Donc peut-être 70-80% des planètes semblables à la Terre dans la galaxie sont plus vieilles de plusieurs milliards d'années. Alors imaginez si l'évolution s'est déroulée à peu près au même rythme sur ces planètes-là, et que si, mettons, ça se produit couramment, il devrait y avoir des milliards, en ce moment, des milliards de civilisations dans la Voie lactée, dont la plupart seraient des milliards d'années en avance sur nous. Il y a 1 milliard d'années, nos ancêtres étaient peut-être des bactéries, peut-être des petits vers translucides qui n'ont pas laissé de fossiles. Imaginez qu'est-ce que ça aurait l'air, une civilisation 1 milliard ou 2 milliards d'années en avance sur nous, et pas juste une, des milliards de civilisations. Et c'est ça qui amène le sujet de ma conférence, le paradoxe de Fermi, ou la question de Fermi, qui était un physicien dans les années 50, qui, pendant un lunch avec d'autres physiciens, a fait un petit peu le même raisonnement que j'ai fait. Donc, lui, il n'avait pas les statistiques pour le nombre d'exoplanètes, mais il se disait, la Terre est sans doute relativement typique dans la galaxie. Il y a des planètes qui vont être des milliards d'années en avance sur nous. Il doit y avoir des milliards de civilisations, au moins des millions. Mais comment ça se fait qu'on ne voit rien? Quand on observe le ciel, on ne voit rien qui a l'air d'artificiel. On n'a jamais détecté de signaux extraterrestres. Les extraterrestres n'ont pas l'air d'être parmi nous, en tout cas pas de manière évidente. Donc, où sont ces civilisations-là? Des fois, on appelle ça aussi le grand silence, le mystère du grand silence. Pourquoi l'univers est si silencieux? Pourquoi on a l'air d'être tout seul si on devrait être typique? Et là, justement, aujourd'hui, je vais regarder avec vous 6 explications possibles du grand silence. La première, ce serait que c'est à cause que l'univers est tellement vaste, la galaxie est tellement grande, qu'en ce moment, il pourrait y avoir un grand nombre de civilisations avancées, mais elles sont pas facilement observables. C'est pour ça qu'on ne s'en est jamais rendu compte. Et quand je dis l'univers est grand, l'échelle de l'univers est absolument incroyable. Les distances entre les étoiles sont énormes. Si on faisait un modèle réduit de l'univers, et notre Soleil, qui est 100 fois la Terre, si on le réduisait à la taille d'un pamplemousse, l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, un autre pamplemousse, serait à Paris. Et il y aurait peut-être un autre pamplemousse à Hawaï. Alors imaginez une poignée de pamplemousses distribuées dans le volume de la Terre. Ça vous donne l'idée des distances entre les étoiles dans la galaxie. Alors 15 années-lumière, ce n'est pas beaucoup à l'échelle galactique, mais à l'échelle humaine, c'est incroyable. Ça prendrait des millions d'années à envoyer à la vitesse de nos vaisseaux spatiaux les plus rapides, ça prendrait des millions d'années à se rendre à la planète habitable la plus proche. Alors, est-ce que ça se peut, donc, que c'est pour ça qu'on n'a rien observé? On a essayé, en passant, et on continue d'essayer. Les radiotélescopes observent le ciel, pas juste en fait, surtout
pas particulièrement pour détecter de la vie extraterrestre. Il y a d'autres projets de recherche en astrophysique qui sont plus prioritaires. En fait, il y a eu des coupures, d'ailleurs, dans les dernières années sur la recherche de signaux extraterrestres. Et maintenant, c'est des radiotélescopes construits par le privé, si on veut, par des milliardaires qui ont beaucoup d'argent et qui donnent de l'argent, justement, pour qu'on continue la recherche de signaux extraterrestres. J'ai pas besoin de vous dire qu'on n'a rien détecté encore qui a l'air de manière évidente un signal artificiel. Donc, il y a une autre, par exemple, les gens se disent, bon, mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire pour détecter une civilisation avancée dans l'univers par si on veut, son impact sur l'environnement. Parce que peu importe la technologie qu'une civilisation avancée va utiliser, d'après les lois de la physique, pour faire des choses intéressantes, ça prend de l'énergie. Et quand vous consommez de l'énergie, vous ne pouvez pas juste la faire disparaître, vous devez la réémettre. Et la réémettre sous forme habituellement de chaleur d'infrarouge. Donc, il y a vraiment des recherches comme ça qui ont été faites, essayer de voir, est-ce qu'il y aurait des endroits, des systèmes, des étoiles, des systèmes planétaires, ou en fait des régions de la galaxie où ce serait louche, comme il y aurait trop d'infrarouge qui viendrait de cette région-là. En passant, l'infrarouge a été mis naturellement par des objets dans l'univers aussi, donc c'est pas facile, cette avenue-là. Et encore une fois, on n'a rien vu de net à ce niveau-là. Alors, il y a une contre-explication qui dit, mais peut-être que c'est parce que, justement, on essaie de détecter des civilisations qui sont des milliards d'années en avance sur nous. Mais elles utilisent peut-être des technologies tellement sophistiquées qu'elles n'utilisent peut-être pas les ondes radio. Voyons, c'est bien trop primitif. Donc, on essaie de détecter les ondes radio, c'est peut-être normal qu'on ne voit rien. Elles utilisent peut-être des lasers directionnels pour communiquer entre elles avec pas beaucoup de pertes à l'extérieur. Ou peut-être, une autre hypothèse, c'est qu'on parle de civilisation avancée. Mais justement, peut-être qu'être très avancé, c'est de vivre de manière tellement écologique qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour faire des choses intéressantes. Donc, peut-être que les civilisations dans l'univers, dans la galaxie, il y en a peut-être des milliards, mais elles ont des empreintes écologiques relativement modestes et elles restent assez difficiles à détecter. Mais il y a quand même un problème avec cette hypothèse-là, c'est que quelque chose qui vient, si on veut, épaissir le mystère du grand silence, c'est que là, on disait des milliards de civilisations dans la Voie lactée, mais elles ne vont pas rester chacune dans leur système. C'est dangereux d'ailleurs rester sur ta planète d'origine puis juste dire, bon, je vais vivre écologiquement sur ma planète d'origine, quoi, jusqu'à ce que tu sois frappé par un astéroïde? Ou que ton étoile devienne instable pendant quelques milliers d'années puis crée des protubérances solaires qui viennent lécher la planète et détruire la vie à sa surface? Donc, dès qu'une civilisation va avoir la capacité de le faire, elle va avoir probablement l'envie, mais même la nécessité de coloniser dans la galaxie. Mettons, l'étoile représenterait la première, la civilisation d'origine qui va produire 2 colonies. On attend peut-être 500, 1000 ans pour que chaque colonie réussisse à s'établir et elle-même va fonder 2 nouvelles colonies. Et là, cette civilisation-là devrait se disperser, devrait coloniser la galaxie comme des bactéries dans une gélose, de manière exponentielle, 2, 4, 8, 16, 32. Et on estime que à une fraction de la vitesse de la lumière, peut-être 1% de la vitesse de la lumière, ça prendrait à peine quelques millions d'années pour qu'une civilisation colonise l'ensemble d'une galaxie. Mais 1 million d'années, ou quelques millions d'années, la galaxie, son âge se mesure en milliards d'années. Donc, c'est un clin d'œil dans la vie de la galaxie et la civilisation colonise la galaxie. Et là, une autre colonise la galaxie. Mais si c'est vrai, en ce moment, dans le système solaire, il devrait y avoir un grand nombre de civilisations qui sont déjà là, qui font du commerce, qui échangent, puis ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Alors, il va falloir trouver, si on veut être astro-bio-optimiste à ce point-là, il va falloir trouver d'autres explications. L'explication 2, inspirée de la série Star Trek. Dans Star Trek, les humains ont une civilisation justement avancée qui voyage entre les étoiles. Et cette civilisation-là, en collaboration avec d'autres civilisations avancées, ont ce qu'ils appellent the Prime Directive, ou la directive première, qui dit on veut laisser la chance aux civilisations primitives, qui n'ont pas encore découvert le voyage interstellaire, de se développer à leur rythme sans interférence extérieure. Pour des raisons, premièrement, de diversité culturelle, parce que si on avait déjà été
adopté, si on veut, par la grande communauté galactique. OK, on aurait tous les gadgets, ils auraient tout réglé pour nous, ils nous auraient donné toutes les lois de la science. Voilà, vous n'avez plus besoin de scientifiques, tout est découvert. Plus besoin d'essayer de se forcer. On vous donne une technologie en avance 1 milliard d'années. On serait tous là, des semi-dieux avec toutes sortes de capacités. Mais on pourrait dire, oui, mais là, finalement, on a été infantilisés. Tous nos ancêtres se sont forcés pendant des milliers d'années pour ensuite se faire dire non, vous étiez des milliards d'années en retard sur nous, finalement, ça ne valait pas la peine. On le sait sur Terre, à chaque fois qu'une civilisation moins avancée rentre en contact avec une civilisation plus avancée, ça n'a pas nécessairement été un résultat, ça ne veut pas dire que ça a été un résultat catastrophique, mais imaginez que, mettons, les Aztèques en Amérique avaient eu la chance de se développer indépendamment des Européens. Ils auraient peut-être éventuellement créé une civilisation technologique, une culture qu'on, malheureusement, on ne le saura jamais. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Donc, peut-être pour cette raison-là, les civilisations essayent de dire « Ah, il y a une civilisation en gestation dans cette région-là, on les laisse tranquilles, on ne va pas mettre d'autoroute hyperspatiale dans ce coin-là, on ne va pas mettre d'affiches commerciales entre les planètes, on va les laisser atteindre un niveau de maturité pour ensuite se joindre à la communauté galactique. » Il y a un problème avec cette hypothèse-là, c'est que il faut que tout le monde soit d'accord. Hein. Là, on parle de milliards de civilisations dans la galaxie, ça prendrait une civilisation qui dirait « Nous, on n'en a rien à faire de la directive première. Nous, on veut mettre des colonies partout, on veut mettre des autoroutes et des panneaux publicitaires partout. » Alors, peut-être qu'on en empêche. D'ailleurs, c'est une hypothèse qu'il y aurait une civilisation, peut-être la première à être apparue dans la galaxie, qui serait des milliards d'années en avance, tellement sage et puissante qu'elle contrôle la galaxie, qu'elle impose des lois de zonage écologique et qu'elle empêche les civilisations de déparer la galaxie, à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi pour donner la chance aux nouveaux de s'épanouir, d'atteindre un niveau intéressant avant de se faire donner tout cul dans le bec, finalement. Une autre variation, bon, là, donc, la directive première, c'est peut-être dur à imposer, mais peut-être que c'est plus simple que ça. Peut-être, finalement, que c'est trop dur de ne pas se faire voir. Et que c'est pour ça qu'on les voit, d'ailleurs. Hein? Il y a plein de gens qui disent, ben oui, il y en a des soucoupes volantes, on voit des soucoupes volantes, et il y a des signes comme ça. Mais évidemment, ce n'est pas très connu parce que les gouvernements mondiaux sont en collusion entre eux avec les extraterrestres pour garder la population dans l'ignorance. C'est une photo ici de Area 51, dans le sud-ouest américain, où la légende dit qu'il y aurait une soucoupe volante qui se serait écrasée dans les années 50, que les Américains seraient en possession de la soucoupe, peut-être de certains extraterrestres qui auraient survécu à l'écrasement, et se serviraient de cette information-là pour garder la position dominante des États-Unis dans le monde. Le problème avec toutes ces hypothèses qu'il y ait des extraterrestres, qu'il y ait des soucoupes volantes, des ovnis, qu'il y ait une sorte de complot pour couvrir tout ça, on sait très bien que nos dirigeants, qui ont quand même de bonnes tendances de fraudeurs en général, sont aussi pas très futés. Et puis, on a la difficulté à ne pas se faire prendre pour des choses aussi simples que frauder un contrat de voirie. Alors, est-ce qu'ils pourraient vraiment garder un secret si grand pendant si longtemps? Donc, c'est pour ça que c'est une hypothèse que la plupart des scientifiques se disent « Il me semble que c'est un peu improbable, la théorie du complot ». Une autre hypothèse, ce serait, encore une fois, les civilisations, on est astrobioptimiste. La galaxie regorge de civilisations avancées, mais pour notre propre bien, elle ne veut pas qu'on les voie. Mais elle ne veut pas non plus s'empêcher de vivre et de mettre des autoroutes hyperspatiales et des affiches publicitaires, et peut-être faire des festivals artistiques où on fait exploser certaines étoiles comme ça, en feu d'artifice. Et là, ils se disent, bon, mais c'est ça que là, c'est un peu show-off, et puis les civilisations primitives vont être traumatisées ou vont vouloir se joindre à nous tout de suite. Donc, on a tellement de ressources. Imaginez une civilisation 1 milliard d'années en avance sur nous. Elle contrôlerait tellement de ressources, elle aurait une technologie tellement puissante. Pourquoi pas construire un dôme de planétarium autour du système solaire, par exemple, à 10 fois l'orbite de Neptune? Et sur le dôme de planétarium, on projette les étoiles et les galaxies telles qu'elles seraient s'il n'y avait pas de vie dans l'univers. Donc, on se développe comme ça, tranquillement, dans notre petite bulle protégée, et un jour, ils vont ouvrir la trappe et ils vont dire « OK, vous êtes mûrs, vous êtes prêts, bienvenue dans la galaxie. » Bon, ça, c'est une version vraiment construisons un dôme autour du système solaire, mais une version plus moderne, plus virtuelle, justement, où on se dit une civilisation avancée de milliards d'années sur nous devrait avoir des capacités d'informatique et de réalité virtuelle tellement grandes qu'elle pourrait tout simplement, au lieu de construire un dôme, scanner la Terre
au complet, avec toute la population, la transférer dans une simulation informatique et continuer à la faire évoluer en lui donnant l'impression qu'elle est toute seule dans l'univers. En fait, c'est peut-être arrivé, peut-être que la raison qu'on ne l'a jamais su, c'est que ça s'est arrivé peut-être il y a des milliards d'années. La civilisation est arrivée dans le système solaire, elle dit « Ah, la troisième planète, elle a du potentiel. Un jour, la vie va se développer sur cette planète-là, il va se passer des choses intéressantes. Donc, allons-y, on va la scanner et continuer son évolution. Dans le coin de notre disque dur, on a tellement de ressources que ça coûte presque rien pour nous. Et puis un jour, peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant sur cette planète. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel, évidemment, parce que ce serait... Mais si c'est vrai, ce serait très dur à réfuter aussi. Donc, c'est une façon possible d'être astro-bio-optimiste et en même temps d'expliquer le grand silence. Les deux dernières hypothèses pour le grand silence justement, ne sont pas astro-bio-optimistes. Une possibilité, c'est que, oui, la Terre est typique, les civilisations apparaissent régulièrement dans la galaxie, mais s'autodétruisent aussi très rapidement après l'invention de la technologie. Ou au moins, s'autodétruisent ou régressent à un niveau pré-technologique. Ce qui fait que, peut-être pendant quelques années, il y a des civilisations, une fois de temps en temps, qui sont là, qui régressent ou disparaissent, et ce qui expliquerait le grand silence. Évidemment, le classique, la guerre nucléaire. Quand ça a été proposé, d'ailleurs, cette hypothèse-là, pour la première fois, c'était dans les années 50, où on avait peur que les Américains et les Soviétiques fassent sauter la planète. Aujourd'hui, on est un peu moins stressé au niveau de la destruction nucléaire, mais il y a peut-être d'autres problèmes environnementaux ou simplement dégénérescence sociale. Par exemple, il y a des gens, de manière un peu cynique, qui disent, bon, les nouvelles générations, avec le virtuel, avec les iPods, avec les iPhones, éventuellement, les gens seront plus rien faire de réel. Ils seront juste utiliser des apps. Et quand les dernières personnes qui savent construire des iPhones et des apps vont mourir, bien, la civilisation va s'éteindre. Donc, est-ce que ce serait l'explication du grand silence? Évidemment, on peut se dire, oui, une fois de temps en temps, une civilisation doit s'autodétruire. Et peut-être que nous, on va être une civilisation à disparaître. Il y a du monde qui sont pessimistes sur l'avenir de l'humanité. Mais là, on parle de milliards de civilisations qui apparaîtraient dans la galaxie sur des milliards d'années. Il faudrait que toutes les civilisations se soient autodétruites ou aient régressé pour expliquer le grand silence. Ça en prend rien qu'une civilisation qui survit l'époque d'adolescence actuelle, où on a juste une planète où on est vulnérable. Et dès qu'on a colonisé plusieurs planètes, il n'y a rien qui devrait empêcher la civilisation de coloniser la galaxie au complet. Donc, encore une fois, c'est ça le problème. Pour expliquer le grand silence, il faut trouver un mécanisme, pas juste qui arrive une fois de temps en temps, mais qui arrive tout le temps. Et la dernière hypothèse, c'est, bon, on a dit, les chimistes, les biologistes, les astrophysiciens en général sont relativement optimistes par rapport au fait que la Terre est typique dans l'univers. Et donc, que des images semblables à ça, une belle planète bleue avec, on est au-dessus de la Nouvelle-Zélande en ce moment, une station spatiale en train de se construire, des êtres humains en scaphandre. Bon, ce ne sera pas des êtres humains sur d'autres planètes, ce sera des extraterrestres avec des formes différentes, mais que ce genre de scène-là serait typique dans l'univers. Et si on avait tout faux? Si finalement on n'était pas typique du tout? C'est parce qu'il y a dû en avoir des étapes. Hein? Il y a eu un nombre d'étapes importantes qui ont dû se produire pour qu'on soit là aujourd'hui. Il y a dû avoir le passage du non-vivant au vivant. Et ça, justement, les traces se sont perdues. On a des hypothèses que l'ARN et puis les vésicules se sont arrangés en cellules. Mais mettons que ça n'arrive pas nécessairement tout le temps. Peut-être que ça arrive juste une fois de temps en temps. Et puis ensuite, il faut que ces cellules-là deviennent assez complexes pour avoir un métabolisme quand même assez compliqué. Une bactérie, comme je vous disais, les bactéries les plus simples sont extrêmement complexes déjà. Il faut ensuite passer aux eucaryotes. Ça a l'air de rien, mais un eucaryote, c'est que ça a un noyau. La cellule est spécialisée et la membrane devient perméable pour qu'ils puissent avoir des échanges avec l'environnement, ce qui est essentiel ensuite pour que les eucaryotes se mettent ensemble en colonies et créent de véritables organismes. Et ensuite, il faut que ces organismes-là deviennent assez complexes pour développer une intelligence. Et il faut que l'intelligence devienne technologique et qu'ensuite, elle colonise la galaxie. Mais mettons qu'il y a 6 ou 7 étapes, mettons que chaque étape se produit une fois sur 1 million. Bien, 1 million fois 1 million fois 1 million fois 1 million fois 1 million, on est rendu à beaucoup moins que 1 sur 10 milliards. Ce qui fait qu'il y aurait beau avoir 10 milliards de planètes propices dans la galaxie, on serait la seule civilisation dans la galaxie, peut-être même dans l'univers observable. En fait, vous allez dire, c'est trop pessimiste. Ou peut-être que, finalement, choisissez quelle est l'étape la plus difficile. Ce serait ça qui limiterait. Si c'est le passage
des animaux à la technologie, mais peut-être que la galaxie est remplie en ce moment de planètes où il y a des animaux heureux, qui sont dorés au soleil et qui n'ont aucune envie de construire des radiotélescopes pour communiquer avec nous. Donc, toutes ces possibilités-là sont là et on ne le sait juste pas. C'est sûr que la raison qu'on veut croire qu'on est typique, c'est que dans le passé, on a tout le temps eu l'impression, historiquement, les êtres humains ont toujours pensé qu'ils étaient uniques. Et chaque fois qu'on a pensé ça, on a eu tort. On pensait au début qu'on était au centre de l'univers. Puis Copernic a découvert, non, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, la Terre tourne autour du Soleil. Mais ensuite, on s'est rendu compte que le Soleil n'est pas au centre de l'univers, il n'est même pas au centre de la galaxie, puis la galaxie est une galaxie parmi des milliards de galaxies. Dans la vision moderne des choses, le centre de l'univers est partout et nulle part. Donc, c'est clair que si ça se confirmait, mettons que si René et ses collègues ne découvrent jamais aucune trace de vie ailleurs dans l'univers et qu'on n'en trouve pas dans le système solaire jamais aussi, bien, ça voudrait dire que, pour une fois, notre intuition de l'Antiquité était correcte, la Terre était spéciale, était quelque chose de non typique. Et vous allez dire, mais d'abord, pourquoi on est là? Mais par définition, il faut qu'on soit là. Il faut que ça ait marché sur Terre, hein? C'est juste la logique. Si une de ces étapes-là n'avait pas fonctionné sur Terre, on ne pourrait pas être en train de se dire « Ah, ça n'a pas marché, on est tout seul dans... il n'y a pas eu de vie, la vie n'est pas apparue sur Terre, c'est bizarre. » Non. Donc, imaginez, dans un univers infini, tout va se finir par se produire. Si la vie, même l'apparition de la vie ou l'apparition de la technologie est extrêmement improbable, ça arrive une fois de temps en temps, et sur les planètes où c'est arrivé, les gens se disent « Mais ça n'avait pas l'air dur. » Mais oui, mais ils ont gagné la loterie cosmique. Donc, c'est pour ça que, en fait, je n'arriverai pas avec une réponse pour vous aujourd'hui. On a plusieurs explications au grand silence. Choisissez celle qui vous semble la plus probable. Peut-être que c'est une, d'ailleurs, qui n'est même pas là sur cette liste-là. Ou peut-être que c'est une combinaison de plusieurs explications qui fait en sorte qui explique le grand silence. Mais ce qui est intéressant avec la question du grand silence, comme n'importe quelle question scientifique, c'est qu'on n'est pas démunis, on ne dit pas ben, on baisse les bras puis on n'aura pas de réponse. On cherche. La science progresse. Et j'ai une liste pour vous de choses qu'on pourrait découvrir éventuellement qui nous permettraient d'en savoir plus sur la question. Évidemment, si on réussit à découvrir dans quelques années la signature spectrale de la vie dans les atmosphères des exoplanètes, on saura au moins que le passage biologie-chimie, chimie-biologie, se fait naturellement dans l'univers. Ou, ça revient au même, si on découvrait de la vie ailleurs dans le système solaire, sur Mars, ou en dessous de la banquise sur Europe, ou sur Encelade, ou sur Titan. Et là, il faudrait voir, si on découvrait de la vie qui avait exactement le même code génétique que sur Terre, là, il y aurait toujours la possibilité que la vie soit apparue sur Terre et un météorite ait frappé la Terre et éjecté des morceaux de Terre qui sont allés contaminer les autres planètes. Ou le contraire, la vie aurait pu apparaître sur Mars et contaminer la Terre. Mais si on découvre des formes de vie vraiment différentes les unes des autres dans le système solaire, dès qu'on a plusieurs points d'information, on peut commencer à faire des statistiques. Et là, par exemple, si la vie est apparue indépendamment sur 2 planètes dans le système solaire, c'est clair qu'il y aurait de la vie partout dans l'univers. Mais pour l'instant, on ne le sait juste pas. Avec un point de données, vous ne pouvez pas faire de statistiques. Si on découvrait des signaux extraterrestres, donc les recherches se poursuivent, ce serait évidemment une grande découverte. Si on découvrait la signature infrarouge d'une civilisation ou au centre de la galaxie, par exemple, des phénomènes qui ont l'air clairement artificiels, ce serait une grande découverte. Évidemment, le jackpot, vous découvrez des artefacts extraterrestres sur Terre, un reste de soucoupe dans la banquise en Antarctique, ou par exemple sur la Lune, une base extraterrestre abandonnée, ou dans la ceinture d'astéroïdes, des sondes comme ça automatiques qui nous observent. Évidemment, là, on aurait non seulement la preuve que la vie est apparue ailleurs dans l'univers, mais que la vie atteint le niveau technologique avancé. Et ceux qui trouvent que l'hypothèse du planétarium est peut-être possible, bien, peut-être qu'un jour, les sondes Voyager qui quittent le système solaire vont frapper le dôme, et là, on saura la vérité. Ou bien, les physiciens, en analysant leurs données d'accélérateurs de particules, vont découvrir qu'au niveau fondamental de la physique, on voit les pixels de la simulation. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que la mécanique quantique, que les choses viennent en paquets, en quanta, c'est peut-être un signe qu'on est dans une simulation virtuelle d'un univers. Alors, ce n'est pas mon but aujourd'hui de parler d'hypothèse de la simulation, mais l'idée, c'est que toutes ces choses-là sont des choses à chercher, des questions à fouiller. Et je vais finir en disant ce qu'on dit souvent dans ce genre de conférence-là. Peut-être que quelqu'un dans la salle, en écoutant la conférence, en le motivant à aller étudier davantage en sciences, va être la personne qui va découvrir un jour un élément d'information de plus qui va nous permettre de mieux comprendre notre place dans l'univers, puis la place de la vie dans l'univers. Merci.